Merci à vous deux. Je note que dans les deux cas, alors bon, il est question d'une manière ou d'une autre de construction nationale. On a deux situations d'une certaine manière post-conflictuelles, hein, puisque dans le premier cas, c'est la suite de la décolonisation, des guerres, et donc de la construction nationale après l'indépendance. Et puis dans le deuxième cas, on se retrouve dans une situation particulière qui est celle de la perte humiliante, pour reprendre les propos de Tatiana, en tout cas commentée comme humiliante, de l'après des années 40, de l'après-guerre de 41. Euh, j'ai vu dans les deux cas aussi une articulation entre la construction territoriale et la capacité scientifique et technique à maîtriser ce territoire, c'est-à-dire la nécessité de contrôler le territoire par des projets politiques d'équipement, d'infrastructures, de relier les différentes parties du territoire, mais pour pouvoir le faire, il faut être en capacité de le faire, et notamment du point de vue scientifique, technique, pour pouvoir développer ces infrastructures. Et là-dedans, savoir, et notamment le savoir cartographique, hein, ça me touche beaucoup, mais je pense qu'il y aura encore beaucoup à commenter, est une nécessité. On voit, si je fais référence à Yves Lacoste, la carte comme instrument de pouvoir. Voilà, et comme enjeu géopolitique majeur. Et enfin, on voit dans les deux cas la place de ces espaces très particuliers que sont les confins, de ces périphéries un peu incertaines, d'une manière d'interroger d'ailleurs la nation à partir des périphéries. Je crois que tu avais travaillé ces aspects-là, Emmanuel. Mais on voit effectivement cette notion de confins comme territoire, alors que ce soit l'Amazonie ou alors plutôt vers la côte aussi, hein, parce que c'est vrai qu'on pense souvent, on pense souvent à l'Oriente, à la parte amazónica qui est perdue, etc. Mais dans les deux cas, vous évoquez aussi le versant pacifique et éventuellement insulaire. Voilà, donc et là, il y a vraiment voir ce que représentent ces territoires-là, à la fois représentés du niveau du dessin, hein, de la cartographie, quand ils y sont ou ils n'y sont pas, que ce qu'ils signifient pour la construction nationale. J'avais une petite question après j'ouvre, je laisse la parole, mais je me demandais si ces ingénieurs, c'est pour Alexis Médine, étaient considérés comme des experts en tant que tels, puisque certains travaillent finalement en fonction d'un objectif on dirait aujourd'hui de politique publique, hein, mais politique. Est-ce qu'ils sont vus comme des experts? Ils sont employés, je ne sais pas, sont contratados, voilà. Quel est leur statut finalement par rapport au pouvoir? Et pour Tatiana, j'y vois deux masculinités qui s'affrontent en fait, c'est-à-dire deux figures de la masculinité, si j'ai bien compris, et notamment una masculinidad viciada pour les Péruviens. Est-ce qu'on retrouve ça dans un discours, est-ce qu'il y a d'autres types finalement de masculinité? Et puis là-dedans, effectivement, quelle est la place des femmes? Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose à creuser. Alors, oui, ces ingénieurs, bon, il y a plusieurs cas, mais d'abord, Sébastien Wyss, il est directement embauché par l'État équatorien. Donc, il est vraiment embauché en tant qu'ingénieur d'État, c'est ce que dit le contrat, hein. Vraiment ingénieur d'État au service des pouvoirs publics pour construire des chemins entre la côte et les Andes. Et c'est en fait une fois sur place qu'il se consacre à d'autres activités, comme par exemple l'enseignement. Mais officiellement, voilà, c'est un ingénieur d'État.
J'avais évoqué également le cas de Modesto López, donc cet ingénieur équatorien autodidacte qui est actif à partir des années 1860. Et donc voilà, il fait des études de son côté, mais il obtient une reconnaissance officielle de la part de García Moreno en 1870, qui lui donne le diplôme d'ingénieur, hein, même s'il n'a jamais fait d'études formelles. Et il sera en charge de plusieurs chantiers de la route nationale, puis du chemin de fer de Yaguachi. Hein. Et quant aux anciens étudiants de l'école polytechnique, plus tard, eux, ils commencent leurs études dans les années 1870, et plus tard, dans les années 1880, plusieurs d'entre eux seront embauchés comme ingénieurs d'État également par le gouvernement équatorien, ou sinon, ils seront enseignants à l'Institut des sciences. Hein. Donc, oui, donc, en général, oui, ces ingénieurs obtiennent une reconnaissance de l'État, ils travaillent pour l'État en tant qu'ingénieurs d'État. Et justement, ça je ne l'avais pas évoqué, mais en 1887, le gouvernement crée d'ailleurs justement un corps des ingénieurs, 1887, c'est-à-dire une sorte d'institution qui rassemble tous les ingénieurs habilités par l'État à diriger des travaux publics. Alors, ça ne veut pas dire que tous les ingénieurs qui font partie de ce corps sont directement des fonctionnaires, mais c'est plutôt les ingénieurs qui sont habilités à travailler pour l'État. Hein. Voilà. Donc, il s'agit de constituer un corps d'experts qui puissent aider l'État dans ses projets d'infrastructure, de voies de communication, etc. Tatiana quiere contestar. Te damos la palabra. Hola, sí, gracias por la pregunta. Sí, sobre el tema de las masculinidades, pues yo identifico que hay una suerte de masculinidades en tránsito. Por un lado están estos discursos que vienen que están vigentes sobre la civilización, sobre el progreso, que han sido ya de larga data, no es un tema único de la Junta Militar. Sin embargo, el problema que hay en 1942 es que este discurso de racionalidad y de fortaleza se cae. Entonces yo identifico ahí que hay un momento de crisis muy fuerte y que las élites políticas intentan reconfigurar y revigorizar el hecho de la pérdida. No lo hacen muy bien porque, como se ve, se sigue hablando sobre la inferioridad, sobre la debilidad, y en 1960 surge esta posibilidad de racionalizar el territorio, de incidir en el territorio, de apropiarse y que cambia, y que dota de elementos para poder cambiar esta lectura que se tiene sobre una virilidad vencida, por ejemplo, sobre este discurso de la nación que fue sometido. Entonces veo ahí cambios. El problema que tengo ahora en este estudio de masculinidades es que no son armoniosas, son varias masculinidades. Yo identifico recursos de un solo sector que vendría a ser como estos editorialistas de clase media. Sin embargo, por ejemplo, sé que los izquierdistas rechazan directamente el tema de la cesión de la soberanía y tienen otra lectura sobre la masculinidad. Por ejemplo, el sujeto obrero masculino que provee a la familia es mucho más fuerte en este sector. Entonces hay varios discursos sobre masculinidad y lo que yo hago, pues, es identificar una cosa mínima que es en estas dos publicaciones. Eso podría decir. Yo tengo una pregunta primero para Alexis y luego para Tatiana. Entonces, Alexis primero y después, contestar para hacerlo todo de una vez. Si, Alexis, tu as dit que la carte de Wolf, donc en effet, est faite en quelque sorte sur une commande de l'État, une commande publique, et c'est une carte sur laquelle il n'y a pas d'Amazonie. Alors évidemment, quand on connaît les développements en termes de nationalisme, à chaque fois d'ailleurs j'en tombe de ma chaise, est-ce que ça a suscité un véritable débat au sein des autorités publiques
parce que lui fait un choix extrêmement scientifique. En effet, il s'est déplacé aux Galapagos et c'est pour ça qu'elles y figurent, mais il n'est pas allé en Amazonie, donc il fait le choix extrêmement sérieux scientifiquement de ne pas faire figurer cette zone. Est-ce que ça a suscité des débats, un émoi, et est-ce que l'État avait des demandes autres que scientifiques, peut-être des attendus particuliers exprimés dans une sorte de cahier des charges a Wolf? Y para Tatiana, muchísimas gracias porque efectivamente cuando trabajo ese tema de la pérdida territorial, yo hablo de un término también que crea una representación mental y nuevos imaginarios nacionales, y hablo yo de amputation quand j'écris en français, pero pienso, y nunca me he atrevido ni a decirlo siquiera, de castración. Y como hablas de masculinidad, tú ves en ese corpus que estudias a lo mejor esa idea de castración. Oui, en fait, je n'ai pas retrouvé de polémique relative à cette carte en 1892. Alors, c'est vrai que l'absence de représentation de l'Amazonie aurait pu poser problème, mais en fait, la commande de l'État, c'est pas seulement la carte, c'est aussi l'ouvrage de géographie qui est publié en même temps. Et en fait, dans l'ouvrage de géographie, Wolf décrit aussi le territoire amazonien, du moins ce qu'il en connaît, même si c'est indirectement. Donc voilà, ça ne veut pas dire qu'il abandonne la notion de souveraineté sur l'Amazonie, puisque il le définit dans son ouvrage de géographie comme une partie du territoire national qu'il faut mettre en œuvre, où il faut développer la colonisation, les voies de communication, etc. Mais tout simplement pour une question de rigueur scientifique, il décide de ne pas la représenter sur la carte. Mais voilà, je n'ai pas vraiment trouvé de polémique là-dessus ou de plainte de la part des pouvoirs publics. Je trouve ça très intéressant d'ailleurs. On voit que le débat est très marqué et très lié à des thèmes de politique intérieure. On le voit ressurgir en 1905, 1915, quand il y a à chaque fois, je regarde Maud qui est pérennialiste. Voilà. Donc je trouve ça vraiment très intéressant et je ne l'avais jamais noté. Merci beaucoup. Sí, bueno, sobre el tema de la castración, me parecen que, bueno, de lo que yo he mirado, me parece que son muy cautos de no mencionarlo. Y lo hacen en el sentido de mantener en el marco de lo masculino y de justificar la pérdida así. Por ejemplo, evitan feminizarse en el sentido de que no reconocen a la pérdida ni al hecho de ser reconocido como una nación débil feminizada, sino que se queda en el marco de lo masculino. Y eso me parece que lo hacen con el objetivo de tener incidencia y que el discurso que se emite pueda ser entendido por los varones que si hay otro conflicto armado deberán salir. Entonces no se les puede decir que fuimos castrados porque implicaría directamente negar cualquier posibilidad viril. Y es bien particular que en este discurso de reconfiguración que yo identifico, hablan mucho sobre la virilidad. Es muy interesante, es una sociedad, no, es un canciller viril el que logra poner en la ONU el tema de la posible revisión del tratado. Es un cuerpo nacional viril el que tiene que ser unido. Son estos militares viriles, entonces se apela directamente a esta masculinidad virilizada. Y pues decirles que han sido castrados y que han sido pues básicamente feminizados por los peruanos, pues era muy, muy difícil. Lo que a mí me gustaría analizar es, por ejemplo, cuál es el discurso que tienen los peruanos sobre el tema. Porque claro, aquí hay la visión de los vencidos y que negocia con estas nociones de masculinidad, mientras que los peruanos pues tenían todo para decir que eran conquistadores, guerreros, y en una connotación muy, muy positiva, que eso es lo que no se puede ver en el caso ecuatoriano. Eso. Gracias. Quelqu'un a encore une question? Est-ce qu'il y en a? Parce que moi je ne suis pas connecté dans Non, moi je suis connectée, il n'y en a pas. D'accord. Moi j'en avais une petite. Voilà, en fait. et puis ce sera la dernière vu l'heure, parce qu'on est déjà en retard sur... Encore une fois, il y a beaucoup à dire, hay mucho de por decir, mais
je vais le faire sur la carte. Alexis, tu as parlé de Agustín Codazzi en Nueva Granada, qui pertenecía a una comisión coreográfica, et c'est le terme de chorographie qui m'intéresse là de soulever, par rapport à des commissions qu'on appelait topographiques. Est-ce que tu as travaillé un peu sur ces termes-là? Parce qu'en fait, c'est deux origines différentes, et effectivement, en géographie, on parle de topographie, mais plus quand on a à voir avec le relief, alors que la chorographie, ça va être un ensemble de lieux habités, donc beaucoup plus, on va dire, plus des espaces oui, à habiter, territorialisés, socialisés, etc. Oui, alors moi je n'ai pas vraiment travaillé sur la commission chorographique de la Nouvelle-Grenade, mais il est vrai que on utilise des termes différents. Par exemple, donc effectivement, en Nouvelle-Grenade, il s'agit d'une commission chorographique, c'est le terme qui est employé officiellement, alors qu'en Équateur, VIS est chargé de former une commission topographique. Donc voilà, alors c'est vrai que je n'ai pas pour ma part vraiment réfléchi sur la distinction entre les deux. Puisque pour l'instant je m'étais plutôt concentré sur le cas de l'Équateur. Mais en fait, si j'avais mentionné la commission chorographique de la Nouvelle-Grenade, c'était plus pour contextualiser le cas de VIS et montrer qu'en fait, ce sont plusieurs pays hispano-américains et andins en particulier qui cherchent à définir leur territoire de différentes manières, que ce soit à travers, par exemple, cette commission chorographique de la Nouvelle-Grenade, ou que ce soit à travers les efforts de VIS pour faire une carte, etc. Voilà, mais c'est vrai que je n'ai pas vraiment réfléchi aux distinctions que l'on fait à ce moment-là entre ces différents termes. C'est peut-être une invitation justement à interroger le mandat de ces deux commissions et comment il avait été défini, parce que peut-être ça peut être intéressant justement de voir deux approches différentes justement dans une même logique générale cartographique. Merci en tout cas. Merci. Oui, ça ouvre plein de pistes.